Alors bonjour, mon nom est François Deveau d'Artefacts et Artifices. Je suis un artiste multidisciplinaire et quelque part, je travaille autant la matière physique que ma matière psychologique avec les contes, le théâtre, les marionnettes, les échasses, aussi les décors, les accessoires, la fabrication parfois de marionnettes ou d'éléments pour les productions cinématographiques, lyriques, nommez-en. Je pourrais dire qu'on résume mon métier par se laisser porter par sa passion puis sa vocation d'aimer la culture en général. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste, t'es un artiste, idéaliste. Bonjour François. Bonjour. François Deveau, j'espère que je le prononce bien. Parfaitement. Une lointaine origine belge, je m'avais dit. Exact. Tu m'as dit. Mais la famille vient de la région de Trois-Pistoles. Trois-Pistoles, mais tu es né à Saint-Frédéric-des-Neiges. Non, pas tout à fait. J'ai grandi à cet endroit-là, en Grandi, fait, c'est vrai. par rapport à mes grands-parents qui avaient un chalet là-bas au lac d'Argent. OK. Mais en principe, je suis né à Limoilou, Ah, à Québec. petit gars de Limoilou, comme moi. On est à Sainte-Anne-de-Beaupré, on est dans ta maison, Effectivement, bienvenue. qui est un univers assez particulier, mais je pense à ton image. En partie, effectivement. Alors, c'était quelqu'un qui est un artiste qui va dans tous les sens. D'ailleurs, tu me dis que tu es un artiste multidisciplinaire. Est-ce que c'est juste de te définir comme ça? Ça serait difficile de me définir autrement, effectivement. Je suis aussi manuel, artisan, que quelque part intellectuel et théâtral, dans le domaine du cirque, à l'occasion même. Ça varie beaucoup. Alors, François, tu as étudié en sciences politiques. C'est assez spécial comme amorce d'une vie professionnelle, active. Effectivement, mais il ne faut pas oublier que dans la science politique, ça se divise en deux. Tu as la politique et le ouais. politique. Ouais. Tu as l'ensemble des règles, des démarches administratives et légales, et tu as toute la mise en scène qui accompagne le milieu politique par le lobbying, puis le paraître, puis toute l'importance là, de l'image. Fait que quelque part, je n'étais pas si loin de la réalité, sauf que j'ai pris la décision de faire rire les enfants plutôt que pleurer les parents. Dirais-tu que tu as assez vite compris que tu risquais d'avoir une attitude un peu cynique vis-à-vis de la politique avec le côté image? Tu te dis, bon, tant qu'à jouer dans l'image, on va le faire de façon sérieuse, professionnelle, à ma façon? Bien, un peu, effectivement. On a une partie de nos activités qui consiste dans le théâtre de rue, dans les milieux festivaliers. Puis c'est un théâtre qui est généralement beaucoup plus engagé, beaucoup plus social que le théâtre, des fois, institutionnel. Dans la mesure où c'est un peu comme Molière ou Shakespeare, on met en scène des situations un peu ironiques ou absurdes qu'on trouve dans le monde social dans lequel on vit et qu'on progresse. Puis en même temps, ben, le théâtre de rue est une belle opportunité pour livrer ces messages-là. Quoique aujourd'hui, avec la programmation, ça a beaucoup changé. Hein. Depuis qu'on est programmé, on ne peut plus être aussi libre dans l'interprétation critique un peu du monde social, parce que, bon, les programmateurs vont être plus sévères, référence au contenu, puis il faut que ça soit politiquement correct. Donc, ça amène un changement en référence à cet engagement-là. On le remarque beaucoup dans le domaine de l'humour, entre autres. Ce que tu viens de dire, là, les choses, c'est un peu plus politiquement correct, justement. Quand on recule un peu de 20 ans, 30 ans, des fois, on pense à des gars comme les cyniques, puis il y a bien des choses qui ne passeraient plus aujourd'hui. Absolument. Donc, il y avait comme. C'était frais, c'était nouveau, donc peut-être que la censure n'était pas encore. On sortait d'une censure qui était celle des années noires, puis là, tout à coup, on arrive dans une période où on pensait que tout était libéré. Oui, effectivement, plus on avance dans le temps, plus on croit qu'on arrive à une libération, à une liberté plus grande, surtout avec les internets, avec tout le reste. Mais en réalité, plus on se crée des restrictions par rapport à la grandeur de cet élément-là qui nous enveloppe, puis qu'il faut à un moment donné réussir à maîtriser quelque part pour éviter des débordements, etc. Et c'est inévitable. Plus on se donne des libertés, finalement, plus on est obligé de se contraindre à travers tout ça. Tu n'as pas étudié comme tel, toi, dans le domaine des arts. C'est venu progressivement à partir de ce déclenchement-là que tu viens de nous expliquer un petit peu. Là. Le domaine des arts général que j'ai, soit du côté artisan comme du côté plus intellectuel ou plus côté théâtral, c'est vraiment une question de passion puis de vocation. Je crois que j'en ai fait toute ma vie à travers le milieu parascolaire, dans mes engagements personnels, dans mes loisirs. Mais effectivement, par chez moi, dans la famille, c'était pas une vocation qui permettait de dire tu vas bien vivre, vas-y, je t'encourage. Il y avait plutôt forcé vers une orientation d'un travail dit libéral. Ce que j'ai fait,
Mais quand j'ai reçu finalement mon diplôme, ben, je l'ai remis à ma mère. Je dis, ben, là, ton diplôme, maintenant, je vais faire ce qui me tente. Vous vouliez un diplôme, le voilà. Ouais, voilà, c'est comme ça. Maintenant, je vais explorer la vie à ma façon. Parfaitement. Puis là, tu as exploré plein de choses. Comment tu te définirais? Il n'y a pas une discipline en particulier. Au début, je te disais que tu es multidisciplinaire, puis c'est un fait, mais tu as touché à quoi, en résumé? Oh, ma foi, ben, par rapport un peu à l'histoire familiale, mon père était artisan, donc j'ai travaillé le bois, j'ai évolué à travers ça quand j'étais très jeune, à travailler avec les outils, puis à apprendre à maîtriser la matière. Par passion médiévale, 93-95, le Festival de Québec, j'ai découvert la métallurgie, je me suis mis à faire de la forge, la soudure, puis ça a élaboré ce côté-là, le cuir, je travaille l'os, la corne, dans la reproduction historique essentiellement aussi, en reproduisant des éléments de l'époque, là. Mais le théâtre, la marionnette, les chasses, c'est tous des contextes qui étaient à côté, mais que je ne pouvais pas abandonner non plus. Donc, on a notre entreprise, Artefacts Artifices, qui produit des spectacles jeunes publics, des troupes des chassiers, du théâtre de rue, qui fait de la vulgarisation historique en milieu scolaire et qui fait aussi des accessoires, des décors, des ambiances, des expositions thématiques dans les maisons de la culture, les bibliothèques, etc. Donc, on a un large éventail, effectivement, d'activités. Puis c'est, à quelque part, je considère être comme une forme d'inclassable. Je sais pas... Si on veut faire un premier partage, j'ai l'impression qu'il y a la partie de toi qui est plus ton âme, ton animus, là, qui est le côté marionnettiste, comédien, conteur, où tu exprimes plus ton vécu, ce que tu observes chez les autres. Puis il y a l'autre côté qui touche plus aux objets, la culture matérielle. Puis là, ben, c'est comme tu dis, tu as développé toutes sortes de talents, d'accessoiristes en particulier, dans différentes productions qui sont les tiennes ou celles des autres. C'est tout ça qui fait que ça te permet de vivre, d'une part, je pense. Absolument. On n'a pas de saison morte, C'est ça. dans le sens que quand il y a un temps mort, quelque part, de présentation, ben, il y a d'autres présentations à venir qui sont en préparation et c'est à ce moment-là qu'on travaille dessus en arrière-scène ou en atelier. Tu te produis autant à l'intérieur qu'à l'extérieur? Oh oui, moi, C'est très varié les aussi. spectacles de marionnettes, on les a adaptés pour les faire autant en extérieur, en festival qu'à l'intérieur. Puis le théâtre de rue, c'est des personnages qui déambulent, donc c'est autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tout est adaptable, en fait. Je pense, la grande faculté de notre démarche, c'est l'adaptabilité totale. C'est quoi ton rayon d'action habituellement? C'est le Québec, tu dirais? Ah, on va jusqu'en Ontario, du côté francophone. Je vais aussi au Nouveau-Brunswick, côté francophone. On se promène beaucoup, là. C'est principalement le côté francophone. Oui. Le côté par la parole, le Oui, conteur, c'est parfaitement. ça. On a des Tout à fait spectacles de normal. rue, théâtre de rue, qui sont un peu plus généralistes, là, où Ouais. on utilise un Le langage visuel, c'est ça. général Ouais, qui fait que c'est universel, accessible je à tout le comprends. monde, en bout de Ouais, ligne. ouais. Mais dans le théâtre, le conte et tout ça, c'est essentiellement francophone. Donne-nous donc des exemples. Les échassiers, on associe ça évidemment à la liberté puis le Cirque du Soleil, à la troupe de Baie-Saint-Paul à l'origine. Hein. C'est un peu ça qui a été sa bougie d'allumage. Mais on est moins conscient qu'il y a encore plein d'artistes qui pratiquent ça au Québec, puis il y a une longue tradition en Europe, puis sûrement aussi sur d'autres continents. Ça peut être quoi tes participations comme échassier avec les gens de tes troupes? On a fait de nombreuses années durant les défilés du Carnaval du Québec. On a animé des sites aussi parce qu'on fait des chasses hivernales. Il y a les gargouilles aussi qui sont une carte d'affaires pour notre entreprise assez remarquable qu'on a conçue pour le Festival d'été de Québec. Donc on a fait des spectacles pour le Festival d'été. Qu'est-ce que tu appelles en les échange. gargouilles? C'est des personnages à une dimension plus... Ben, c'est des... Comme les sculptures qu'on retrouve sur les cathédrales, les basiliques ou les constructions religieuses, mais aussi des fois civiles, simplement, qui sont là pour veiller au bien-être des gens, chasser les mauvais esprits, les esprits malins, etc. On a conçu un ensemble, un trio de personnages tirés de ces traditions-là, qui sont complètement habillés. On ne voit pas les chasses, on ne voit pas l'être humain en arrière. C'est des costumes complets, c'est comme des marionnettes habitées en bout de ligne. Puis le défi, c'est qu'en échasse, on travaille en permanence avec le déséquilibre. Même marcher, c'est une gestion de déséquilibre. Alors, on arrive en groupe à créer des sculptures fixes avec 6 pattes. On arrive à créer un ensemble en s'accotant, en juste au point d'équilibre, presque pour arriver au point une stabilité, d'équilibre, comme tu devenir dis. une statue finalement. Puis les passants, les spectateurs arrivent tout d'un coup devant une sculpture qu'ils n'avaient pas vue. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment ça fait qu'elle est rendue là? Puis c'est assez confondant pour qu'ils s'approchent puis qu'ils viennent prendre des photos, des images au pied de cette sculpture-là, momentanée. Puis nous, tout d'un coup, on s'active
Alors, ça fait un saut aux gens qui courent partout. Puis là, ça crée un moment d'effervescence, de surprise, pas mal absolu. J'avais une question un peu niaiseuse par rapport aux échasses, parce que je sais que ça remonte à très loin, puis beaucoup les bergers, je pense, en Europe, Ouais, effectivement. ça leur permettait de se situer au-dessus d'un troupeau ou au-dessus d'une forêt ou d'arbustes pour pouvoir observer au loin la menace d'un loup, où est-ce qu'est le mouton perdu. Mais au niveau artistique, le principe de l'échasse, c'est justement de suppléer à l'absence d'une scène, d'être un peu au-dessus des gens qu'on essaie de stimuler. Est-ce que c'est ça l'idée, la hauteur? Je crois pas, non. En principe, j'associerais plus l'élément de l'échassier dans sa présence, dans un spectacle, dans une ambiance générale, pour la surdimension, simplement la visibilité que ça accorde. Pour les festivals, ce qui est plaisant, c'est le fait que dans un défilé ou dans un espace public, on dépasse constamment la foule, donc on est facilement localisable, ça attire l'attention, puis ça crée une dynamique différente. C'est plus dans cet esprit. Sans être obligé de monter sur un char allégorique, par exemple, Exactement. Qui donnerait justement cette impression-là d'être assuré d'être vu, entendu par les... Parfaitement. Ça remplace pas tant la scène, parce que c'est rare qu'on fait des spectacles complets en échasse, avec des mises en scène, des textes, etc. Okay. C'est surtout de l'animation déambulatoire, où on est intégré, comme quand j'étais maître de piste pour Eka Sringa, entre autres, on était intégré comme maître de piste conteur dans un personnage échassier qui faisait partie de l'ensemble du spectacle. En fait, il y a un peu une sorte de paradoxe dans le sens qu'à partir du moment où on est sur ces échasses, souvent avec un costume, il y a des contraintes, on est privé d'une certaine mobilité, mais en même temps, par rapport à la scène, on a une liberté qu'on n'a pas sur scène. Effectivement, ça amène des avantages, des légers désavantages, mais ils sont rares les désavantages par rapport aux avantages d'un personnage échassier dans sa grandeur, sa grandiloquence. Personnage échassier, ça me fait penser aussi à autre chose auquel tu touches. À plus petite échelle, les marionnettes. Tu fais aussi de la marionnette? J'explore la marionnette, pour dire vrai. On est deux dans notre équipe d'artefacts et artifices. Généralement, moi, je suis en avant-scène. Puis c'est ma collaboratrice et associée, Annabelle, qui, elle, fait les marionnettes en arrière du mur. OK. Quand tu dis fait les marionnettes, qui les anime? Qui les anime. Qui les fait parler aussi, Exactement. Okay. Elle les fabrique aussi. Okay. Nous, on a la faculté d'arriver... Même si c'est en amont. Oui, même si on est en amont. Mais tu sais, on fait de A à Z la production. On fabrique nos décors, on fait nos costumes, on écrit nos textes, on fabrique les marionnettes, on travaille essentiellement la base de la mise en scène, même si on fait toujours référence à un œil extérieur pour nous aider par la suite. Être un peu critique. Exactement. Pour amener du supplément qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Quand on est submergé par un projet, on voit plus tout l'ensemble, là, à un moment donné. Même qu'à un moment donné, on sature. Tu sais, donc, on arrive au bout de notre imaginaire, référence à ce thème-là, qu'on imagine. Un œil extérieur vient toujours compléter un petit peu, là, c'est sûr, c'est nécessaire. Toi, tu as plein de moyens dont tu te sers, mais si on vient plus à qu'est-ce qui te stimule, qui t'inspire le plus? Évidemment, tu nous as parlé des sciences politiques au départ, ton regard que tu avais un peu, que tu as développé à travers ton apprentissage côté sciences politiques vis-à-vis de la société, mais c'est quoi les thèmes qui t'inspirent le plus aujourd'hui? Je dirais l'histoire. L'histoire encore? Le monde fantastique et féerique dans la mythologie générale. À la fois le futur et le parallèle, parce qu'on peut penser au monde parallèle aussi, la fantasmagorie. Oui, essentiellement plus parallèle que futuriste. OK. Oui. Donc, dans le fond, tu ne souhaites pas tellement de changer, tu voudrais continuer d'avoir à faire face constamment au changement. Oui. Oui, ça fait partie de ma vie. Mon père était militaire, hein? Donc ça amène un contexte de vie d'adaptabilité totale. On déménage tous les 4 ans. Dans ce temps-là, on n'avait pas nécessairement Internet. On avait le téléphone, la malle, c'est tout, le courrier. Puis je changeais de lieu assez drastiquement, de 300-400 km. Quand on est jeune, on ne peut pas avoir autant d'autonomie pour aller voir nos vieux amis, etc. Donc ça a été une vie qui est basée sur le changement et l'adaptation. Ça m'a bien préparé, je pense, à la vie que je mène actuellement, au fait d'être un jour marionnettiste, comédien et jouer avec la marionnette, d'un lendemain travailler sur les échasses en hauteur dans un milieu plus circassien, puis le surlendemain d'être dans mon atelier, de faire de la soudure, ou de faire de la forge, faire de la sculpture, faire des reproductions historiques, ou le surlendemain travailler le cuir, puis le surlendemain faire de l'administration, de la comptabilité, puis le surlendemain faire de la promotion,
Donc, on n'a pas le temps de se tanner, quelque part. On fait jamais 2 fois la même chose. Même le même spectacle n'est jamais 2 fois similaire. Puis on travaille beaucoup dans cette approche-là. Nous, veut pas, on a des textes, mais en principe, on a des canevas. Ah oui. Et puis, la faculté de l'entreprise qu'on a, de notre façon d'approcher nos publics, c'est que on est ouvert à tout. Qu'importe ce qui arrive. Il y a des enfants qui montent sur la scène. Ben dommage. Les intégrer dans votre Il fait partie du dynamique. spectacle. Il est là. Donc, la plus grande adaptabilité, je pense, pour être bien honnête, moi, je suis en avant de la scène généralement. Ça arrive que je vais faire du remplacement de marionnette en arrière quand la marionnettiste fait un personnage protagoniste qui vient s'unir à l'histoire. Mais c'est elle, le gros travail en arrière, qui a le mur, qui ne voit pas ce qui se passe, qui a la routine, mais qui, par l'oreille, entend que dans mon texte, il y a une bifurcation, il y a quelque chose qui vient de se produire, puis en arrière du mur, alors qu'elle ne voit rien, ben, elle réalise que là, il y a un changement. Là, c'est de l'adaptation. Là, elle a une marionnette dans les mains, elle n'est plus sûre. Là, ça va être celle-là qui va sortir. Finalement, on va ramener l'autre parce que là, il y a un contexte qui vient de s'ajouter. Puis nous autres, on intègre ça d'une manière complète. Là. On faisait des spectacles pour les saisons estivales du Musée de la Civilisation. On faisait 100 représentations dans l'été. Il n'y en avait pas une pareille. Puis ça a été une richesse un peu pour les gens du musée, entre autres les techniciens, les régisseurs. Les gens. Ils étaient éblouis de voir à quel point, d'un public à l'autre, le spectacle pouvait se transformer, se réadapter d'une journée à l'autre. Ça fait partie un peu de la vie artistique, à mon avis. Il n'y a rien qui est pas... Il y a rien qui est fixe, qui est immuable. Mais ça, j'imagine qu'on est en mesure de le sentir, de l'apprécier, d'en parler comme tu dis, parce que derrière, il y a quand même beaucoup de travail, il y a beaucoup de cheminement. J'imagine. Tu as développé des réflexes en définitive. C'est ces réflexes-là qui font que tu es capable de faire face à peu près à toutes les situations possibles, même celles que tu aurais de la misère à imaginer. Absolument. Pour dire vrai, c'est un peu ce qui a développé le milieu échassier de mon côté. Hein. Puis c'est une absurdité absolue, dans le sens où quand j'étais au Fêtes de la Nouvelle-France, moi j'étais un comédien animateur issu du théâtre de rue, essentiellement plus que du théâtre institutionnel. Puis dans le théâtre de festival, le public est majeur dans la façon d'interpréter ton personnage, à mon avis, parce que tu t'évolues à travers lui. Il n'y a pas une quatrième mur, il n'y a pas de mur du tout. En principe, il est tout autour de toi, puis tu fais ton spectacle à un moment donné, tu fais l'interprétation que tu veux livrer, puis tout d'un coup, il y a un touriste qui arrive, puis que le picture, puis il s'installe à côté de toi, puis lui, il s'en fout du contexte. Là. Il vient prendre sa photo. Ben là, t'es en train de faire quelque chose. Tu peux pas arrêter, puis oui, on prend photo, puis on continue. Alors, il s'est embarqué, lui, là. Il fait partie du spectacle. Maintenant, il devient un témoin, il devient quelque chose d'intégré. Jusqu'à ce qu'il reparte, parce que généralement, il reste pas longtemps dans ce contexte-là. Ils comprennent vite que, oh, boy, non, moi, je voulais pas me retrouver dans ça, là. Il s'éclipse, puis il s'en va. Ben, dans la même manière, un jour, les Fêtes de la Nouvelle-France, le directeur artistique m'avait dit, « Hey, François, les gens qu'on emploie aujourd'hui sont issus du conservatoire, sont plus habitués avec des textes, avec des concepts qui sont de A à Z et qu'on respecte. Toi, tu es un peu imprévisible, tu es même inconfortable. Tu as des amis qui travaillent dans le domaine du cirque. Avec les fêtes, on aimerait ça. Fonder une troupe d'échassiers. Ça te tente-tu? » Ah oui? J'avais jamais fait d'échasse de ma vie. Ah non? À ce moment-là, non, pas tout. J'ai dit, ah ben oui, hey, regarde, ça va être intéressant, pas de problème. Dans ma tête, ça se déroulait en août. Ça commençait à se parler en février, mars. J'allais avoir l'été pour me préparer, pas de problème. Ça passait tellement vite. J'ai même pas eu le temps d'essayer. Alors, je me suis retrouvé dans la maison Chevalier. On avait des échasses de 2,5 pieds. C'est pas trop compliqué. Puis il fallait que j'enseigne aux gens à faire de l'échasse. Vous n'étiez pas dans les voûtes de la maison Chevalier quand même. Non, on était à l'étage. Parce que non. déjà 2 pieds de plus, ça aurait été problématique. Non, on était vraiment à l'étage. Puis là, je me suis retrouvé dans un contexte où je devais enseigner à des gens, à 3 autres personnes, comment faire de l'échasse, alors que je ne savais pas du tout moi-même comment faire de l'échasse. Je me suis assis sur la chaise qui était montée sur la table, on a chaussé les échasses. Je me suis levé debout, puis dans le déséquilibre, j'ai tout de suite mis les mains au plafond. S'enchaîner. Faites comme moi! Là, je leur ai enseigné à se déplacer avec les mains au plafond, puis rapidement, j'ai réussi à, avec le stress, l'adrénaline, puis le contexte, on apprend plus vite que dans n'importe quelle autre circonstance. Là. Alors, j'ai tombé les bras libres, j'ai commencé à marcher, puis pour eux autres, ça allait naturellement, ils ont suivi dans le même contexte. Puis c'est des années après que j'ai compté à ces collaborateurs-là que quand je leur ai montré à faire de l'échasse, je me le montrais en même temps. Ils ne me croyaient pas tant. Dans le fond, ta grand-mère à toi, t'as construit tous les jours.
À quelque part, oui. Même que je suis bon pour même m'inventer mes mots, à la limite comme conteur, hein, on se donne beaucoup de liberté d'interprétation. Puis j'invente beaucoup de mots dans le stress ou dans le mouvement parce que justement, dans mes contes, je fonctionne comme un peu avec les spectacles, avec des canevas. Je me laisse beaucoup de liberté pour l'interprétation, pour la description, pour la création d'environnement. Tu sais. Puis dans ce contexte-là, des fois, il y a des mots qui sortent de mix de deux mots qui sont tout à fait naturels dans ma bouche, puis que le public comprenne. Le public comprend, en fait, ce que j'ai voulu dire. Puis moi, je continue comme si de rien n'était, comme si ce mot-là était un vocabulaire naturel. Mais c'est un peu la même chose. On invente des fois des techniques de travail qui nous appartiennent, en bout de ligne, dans la transformation de la matière, qui sont hors normes, que les gens, voyons, tu peux pas faire ça comme ça. Là. Moi, souder de la fonte avec de l'acier, je suis arrivé à le faire. Je sais pas comment. À un moment donné, j'ai mis ça dans le piton, ça a soudé la fonte puis l'acier, puis ça tient encore. Il y a des choses, des fois, qui sont inexplicables, qu'on arrive à créer dans l'empressement, dans l'urgence ou dans le contexte où on est toujours mis... C'est surtout le temps, notre plus grand obstacle. Nous, on est toujours à un moment où est-ce qu'il y a un public qui attend, il y a un rideau qui lève, il y a une équipe de tournage sur scène, à quelque part, qui attend l'objet. Il faut qu'il soit là. Tu peux pas t'en sortir. Fait, des fois, tu vas travailler de nuit pour le livrer si tu as eu un manquement ou si tu as un petit pépin quelque part. Puis, je veux dire, la solution, tu n'as pas le choix de la trouver. Faut que ça soit là. Tu t'en tires pas. En terminant, François, tu n'es pas le genre de personne, j'imagine, à qui on pose la question c'est quoi précisément que tu vas faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années? Dans le fond, tu manques plus de temps que de travail. Bon, j'ai quand même un peu de temps pour le loisir. Dans les prochaines journées, on a un spectacle de marionnettes d'Argus à Joliette demain. Okay. Jeudi, on commence les échassiers tribales au festival d'été. J'ai des contes à venir dans le Kamouraska, en animation déambulatoire entre autres aussi. On a des petites tournées de festivals de théâtre ambulant dans la province encore, qu'on va aller faire avec des spectacles de marionnettes. Quelques sorties des chasses. Actuellement, Annabelle, de son côté, mon associé, travaille sur les 2 productions d'opéra pour la saison estivale. Il y a Starmania qui va s'en venir, elle fait les accessoires, même une partie des décors pour Starmania de son côté, elle, là, présentement. Donc, on travaille sur plein de projets très variés. Ces choses-là dont tu effleures à peine, j'imagine, une mince partie. On peut en retrouver des traces, des informations sur Facebook? Tu as une page, oui, on a une page avec Artefacts et Artifices. J'ai une page de compteur et chassier personnel à François Deveau. Mais Artefacts et Artifices, notre site, donne beaucoup de descriptions des expositions qu'on fait dans les maisons de la culture, dans les milieux scolaires, dans les bibliothèques, les spectacles de marionnettes, nos troupes des chassiers, le théâtre de rue. On touche plus ou moins la scénographie puis tout l'aspect matériel. Parce qu'à un moment donné, il faut zoner un peu l'approche. Il faudrait créer un autre site pour cette activité-là. Parce que c'est normal aussi, il faut comprendre que les gens qui ont une tendance plus à la spécialisation, quand ils regardent des gens comme nous qui débarquent, ils se disent, bon, ben voyons, lui, il travaille le bois, il travaille le fer, il travaille les marionnettes, il fait des chasses, il fait du cirque, il fait du conte. Il peut pas être bon. Non, il peut pas être bon, il en fait bien trop. Mais en réalité, je sais pas, c'est la passion, la vocation qui mène, ce qui fait qu'on s'arrête pas à savoir est-ce qu'on va être bon ou est-ce qu'on va pas être bon. On fait ce qu'on aime, puis on le livre du mieux qu'on peut. Puis dans cette façon-là, c'est rare qu'on se trompe. Puis ce qui me fait dire ça, c'est comme compagnie, on n'a jamais fait de publicité véritablement. J'ai pas fait des envois, mais j'ai commencé au Musée de la Civilisation dans un cadre où ils nous ont sortis du théâtre de rue, ils ont vu nos personnages en animation dans la rue, ils ont dit « Hey, on fait un spectacle pour l'exposition Trésor maritime de France, on veut vos personnages. » On a créé notre premier spectacle comme ça. Ça déboule, là. On n'a pas besoin, c'est du bouche à oreille, en fait, qu'on s'est retrouvé au festival d'été, qu'on s'est retrouvé au carnaval, qu'on s'est retrouvé dans plein de festivals comme ça à grandeur de la province, simplement par du bouche à oreille. Les gens, les organisateurs, les programmateurs se parlent beaucoup entre eux. Puis la fierté qu'on a à travers ça, c'est de dire, ben c'est excessivement rare qu'on nous invite à une place une fois. On nous fait toujours revenir. Puis ça, je pense, c'est la preuve, à quelque part, de la réussite de ce qu'on entreprend, je pense. C'est par là qu'on le juge, plus que par l'entrée monétaire. Non. Le fait qu'on nous réinvite constamment, c'est très, très, très rare qu'on nous invite à une place sans qu'on y retourne. Ben, c'est notre grande fierté, je pense. Un gros merci, François. Ben, ça fait plaisir. Je suis sûr que les gens qui vont t'avoir écouté pendant les quelques minutes vont
vont avoir le goût d'aller t'entendre, d'aller te Pour le voir, secteur de d'aller vous Beaupré, d'ailleurs, voir. peut-être une petite nouveauté. Je suis en train de Oui. travailler sur une future exposition que je vais monter au musée de Sainte-Anne, que je propose aux frères Gauthier, sur le rôle de l'autorité de l'Église et les ouaves pontificaux. Ça, c'est à suivre, ça. Donc, un petit focus particulier sur ce Ouais. projet-là là, qui s'en vient sous peu. Qui s'en vient sous peu, que je propose, je suis en train de monter le dossier, puis d'après moi, il va passer, parce que quand je l'ai oralement expliqué ou présenté, le frère Gauthier était pas mal enlevé par l'idée, là, tout d'un coup. Ben, C'est merci. original. Merci encore une fois, François. Ben, c'est un plaisir. T'es gentil de nous accueillir, puis on a dû aussi s'adapter un petit peu avec ton chat qui est venu nous flairer Ici, c'est quelquefois. convivial. Hein? C'est ça. On est chanceux. Les chiens, les huskies, les chiens dits un peu plus domestiqués avaient accepté. Les loups, les renards, les coyotes, les côtés plus prédateurs avaient une grande réticence à savoir s'ils allaient sacrifier leur liberté pour devenir les meilleurs amis de l'homme. Le grand Manitou a finalement décidé de les séquestrer, de les mettre dans une maison longue où les animaux allaient devoir arriver à une unanimité et décider si oui ou non ils devenaient les meilleurs amis de l'homme. Mais l'espèce canine, c'est pas comme les félins, c'est pas très propre. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire tout ensemble dans la maison longue? On va être un peu mal pris. Alors, ils ont décidé de dévisser leurs péteux, de les identifier, puis de les mettre sur une grande tablette d'étagère à l'entrée de la maison longue, à l'extérieur, naturellement, pour aller se concerter. Ça a duré des jours, des semaines. Ils ont aboyé, ils ont grogné, ils ont jappé. Nommez-moi toutes les possibilités d'expression qu'un chien, qu'un animal canin peut avoir. Ils les ont toutes explorées. Au bout de quelques semaines, il n'était pas arrivé à la décision unanime encore. Alors, il est arrivé un jour où le coyote a fait remarquer à tout le monde, particulièrement au renard, que la maison longue levait d'un côté et qu'on entendait le vent. Il y avait une semblable de tempête qui semblait submerger tout d'un coup de nulle part. Puis c'est quand la maison longue était presque renversée que les canins ont décidé de sortir, puis d'aller voir ce qui se passait. Mais en sortant, quand ça fait des semaines qu'ils étaient séquestrés, il s'était pas mal retenu. Il avait envie. Fait qu'ils se sont garochés en sortant immédiatement à retrouver le péteux qui s'était retiré pour le remettre puis aller se soulager. Mais la tempête avait renversé l'étagère. Les étiquettes s'étaient envolées. Les péteux roulaient partout par terre. Ils se sont servis du premier qu'ils ont trouvé en se disant on va aller se soulager puis on va revenir. Mais finalement, ils se sont tous répartis, ils ont tous disparu dans leur grotte, dans leur tanière. Ils n'ont jamais retrouvé leur péteux d'origine. Depuis ce jour-là, vous remarquerez, que font deux chiens qui se rencontrent? Ben, ils se sentent le derrière. C'est pas pour rien. S'ils font ça, c'est essentiellement dans l'idée de simplement retrouver leur péteux d'origine.